Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Aujourd'hui, toujours avec le premier module de programme de la SVT, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, comme on a vu, ce module-là, il est composé de plusieurs chapitres. Et aujourd'hui, on va étudier un nouveau chapitre. Le voilà, le rôle du muscle squelettique strié dans la transformation de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez vu les deux phénomènes qui sont capables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Ces deux phénomènes sont la respiration cellulaire et la fermentation. La respiration cellulaire, évidemment, à partir d'une molécule de glucose, elle donne 38 molécules d'ATP. Et la fermentation, à partir d'une molécule de glucose, on a obtenu uniquement 2 molécules d'ATP. Donc cette énergie-là, c'est-à-dire l'ATP, est une énergie chimique. Et lorsqu'il arrive au niveau de la cellule musculaire, c'est-à-dire du muscle, il devrait se transformer en énergie mécanique pour la contraction musculaire. Donc aujourd'hui, on va voir comment le muscle va transformer l'énergie chimique en énergie mécanique. Donc comme d'habitude, avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Tout ceci, évidemment, pour nous encourager à publier beaucoup de vidéos et pour vous, vous pourrez facilement accéder à tous nos vidéos. Alors, on va démarrer. Le rôle du muscle squelettique strié dans la transformation de l'énergie. Pour mieux comprendre comment se fait ce mécanisme-là, il faut d'abord faire une introduction. Le muscle squelettique strié assure la posture et la motricité du corps grâce à leur contraction. C'est-à-dire que la contraction du muscle permet à l'individu de rester soit assis, c'est-à-dire prendre la position assise, ou bien la position debout, c'est-à-dire il ne tombe pas. De même, le muscle assure la motricité du corps, c'est-à-dire l'individu peut courir, peut marcher, peut faire des mouvements. Mais avant pour mieux comprendre le rôle, il faut d'abord comprendre et apprendre la structure de la cellule musculaire, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va observer dans cette structure de cette cellule musculaire striée? On va voir une image. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, le muscle est attaché à l'os. Donc, l'os soutient le muscle. Donc, sans les os, on va tomber par terre. Il y a aussi des ligaments. Donc, pour ne pas oublier, puisque le muscle est attaché à l'os, c'est pourquoi on dit que le muscle est squelettique, parce que le muscle est attaché au squelette. Il y a aussi des ligaments. Et dans cette coupe transversale, on voit aussi des cloisons. Chaque cloison est un tissu conjonctif qui contient ce qu'on appelle un vaisseau sanguin. Donc ces tissus-là conjonctifs délimitent des zones ou bien des domaines. Chaque domaine que vous voyez ici est un ensemble de ce qu'on appelle faisceau de fibres musculaires. Donc voilà un faisceau, 2, 3, etc. Voilà un domaine qui constitue un énorme faisceau de fibres musculaires. Voilà l'autre domaine, deuxième, troisième, etc. Donc, comme vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle un ensemble de faisceaux de fibres musculaires. Voilà un domaine où on observe un ensemble de faisceaux de fibres musculaires.
À l'intérieur de chaque faisceau que vous voyez ici, il y a des petits éléments. Et chaque élément constitue ce qu'on appelle une fibre musculaire. Donc, un faisceau est un ensemble de fibres musculaires. Et chaque fibre musculaire, donc lui aussi, il constitue ce qu'on appelle faisceau de myofibrilles. Voilà, faisceau de myofibrilles. Voilà les myofibrilles, faisceau de myofibrilles. Ce sont ces éléments-là. On va prendre un faisceau de fibres de myofibrilles. Le voilà. Voilà le faisceau de myofibrilles. Et par microscope électronique, on va observer cette fibre musculaire, c'est-à-dire agrandissement. On va voir ce qu'il y a dedans. Voilà la structure de fibre musculaire. Donc, qu'est-ce que c'est que fibre musculaire? Voilà. D'abord, il y a une membrane plasmique. Une membrane plasmique. Sarcoplasme. On dit sarcoplasme pour une fibre musculaire. Et on dit cytoplasme pour les autres cellules. Et à la périphérie, il y a des centaines de noyaux. Donc, comme vous voyez ici, la présence de 3 éléments principaux qui signifient que la fibre est une cellule géante plurinucléée. Donc, cette cellule géante plurinucléée apparaît striée aussi bien longitudinale que transversale, comme vous voyez. Donc, chaque strie longitudinale est une myofibrie. Donc, une cellule, donc la fibre musculaire est une cellule musculaire, et la cellule musculaire, c'est un ensemble de myofibrilles, c'est-à-dire un faisceau de myofibrilles. Donc, on va agrandir une myofibrie, et on va l'observer au microscope électronique. La voilà. La voilà la myofibrie. En image microscopique électronique, évidemment. Voilà. Donc, chaque myofibrie, il est constitué d'une succession de bandes qu'on appelle bande A aux bandes sombres et bande I aux bandes claires. Donc, chaque myofibrie est une succession de bandes claires, bandes sombres, bandes claires, bandes sombres, bandes claires, bandes sombres, etc. Et à l'intérieur de chaque bande I, il y a ce qu'on appelle des stries, Z, qui délimite une distance qu'on appelle sarcomère. Donc, chaque myofibrie est une succession d'éléments ou d'unités qu'on appelle sarcomère. Donc, voilà le premier sarcomère, deuxième sarcomère, troisième sarcomère. À l'intérieur de la bande A, on a une zone qu'on appelle zone H. Donc, pour mieux comprendre cette image électronique, il faut le simplifier par un schéma. Le voilà. Donc, voilà un schéma d'un sarcomère, c'est-à-dire juste cette unité-là. Donc, il y a ce qu'on appelle alternance de bandes claires, bandes sombres, bandes claires. Donc, la bande claire, il est constitué uniquement de filaments fins qu'on appelle filaments d'actine. En microscope électronique, chaque filament d'actine est composé de 3 protéines, 3 types de protéines, dont la protéine d'actine qui constitue la proportion élevée, c'est-à-dire la quantité élevée. C'est pourquoi on dit filament d'actine, puis il est constitué par une proportion élevée d'actine. À côté d'actine, il y a 2 autres protéines, la tropomyosine et la troponine. Donc c'est très important d'apprendre ces mots scientifiques. Pourquoi? Parce que le moment
de contrôle continu ou bien de l'examen national, il vous donne des questions de restitution de connaissances. Donc, il vous pose des questions comme ça. De quoi il est composé, par exemple, un sarcomère. Donc, il y a ce qu'on appelle filament fin et aussi des filaments épais, qu'on appelle filaments de myosine. Au microscope électronique, chaque filament de myosine, le voilà, il est composé de plusieurs bâtonnets. Chaque bâtonnet, il est constitué de ce qu'on appelle de têtes de myosine. Donc, maintenant, on peut savoir comment se fait la contraction musculaire. Les changements structurels pendant la contraction musculaire. Ça, d'abord, il faut bien comprendre et apprendre ce qu'on voit comme changement après une contraction musculaire pourquoi? Parce que au moment de l'examen national, il pose des questions comme ça. Par exemple, quels sont les changements que vous pouvez observer au niveau d'une myofibrie après la contraction musculaire? Observation. Voilà deux sarcomères avant la contraction musculaire. Et voilà les deux mêmes sarcomères après la contraction musculaire. Donc, vous pouvez répondre à cette question. Quels sont les changements structurels pendant la contraction musculaire, c'est-à-dire ici? Donc, quels sont les changements? On va les déduire. Le premier changement, c'est quoi? Voilà le premier sarcomère. Voilà le deuxième sarcomère. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de sarcomère? Il y a ce qu'on appelle contraction de sarcomère. Voilà. La distance diminue. Voilà la distance avant et voilà la distance de sarcomère après. Donc, contraction de sarcomère. Raccourcissement des deux bandes I. Donc, voilà la bande claire I. Il est raccourci ici. Et dans la zone H. Voilà la zone H avant la contraction. Et voilà, après la contraction, il est diminué, cette zone. Donc, raccourcissement des deux bandes I et dans la zone H. Mais la bande sombre reste stable. Voilà, ne change pas. Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qui permet la contraction? C'est-à-dire le mouvement d'actine ou bien le glissement d'actine sur le filament de myosine. C'est-à-dire les actines qui se déplacent, mais non pas les myosines. Les myosines restent fixés. Ce qui se déplace, ce sont les filaments d'actine. C'est pourquoi on dit que la contraction musculaire est le glissement du filament d'actine sur le filament de myosine. Cette contraction, évidemment, se fait par étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la relaxation. Pour qu'il y ait relaxation, il faut de l'énergie, c'est-à-dire l'ATP, qui doit être fixé sur la tête de la myosine. Voilà l'actine, voilà l'ATP qui doit être obligatoirement fixé sur la tête de myosine pour être en état de relaxation. Qu'est-ce que c'est qu'un état de relaxation? Par exemple, moi, je suis devant mon ordinateur, je suis assis sur le fauteuil, je ne tombe pas, je suis relaxé, je suis au repos. Donc, qui permet de me rester au repos ou bien se relaxer, c'est l'ATP qui est sur la tête de myosine. Après cette étape-là, attachement. Pour qu'il y ait attachement, il faut d'abord qu'il y ait l'ATP, il est déjà fixé sur la tête de myosine, et il faut un deuxième élément sécrété par le sarcoplasme qui est CA2+. Voilà, le CA2+, et l'ATP, les deux vont se lier ensemble et vont former ce qu'on appelle un complexe d'actomyosine.
Donc, ce complexe d'actomyosine, une fois formé, il catalyse l'hydrolyse de l'ATP, c'est-à-dire la dissociation de cet ATP. Voilà. C'est-à-dire, après l'hydrolyse, il y a formation des ADP et de l'énergie responsable et indispensable pour la contraction musculaire. Comment cette énergie faire pivoter la tête de myosine vers le centre de sarcomère et fait glisser l'axine sur la myosine. Donc, voilà les deux facteurs de la contraction. Pivotement de la tête et après glissement de l'axine sur la myosine. Ces deux facteurs résument la troisième étape qui est la contraction. Après la contraction, il y a ce qu'on appelle détachement ou décrochement. Qu'est-ce que c'est que détachement? Pour qu'il n'y a pas, la contraction ne reste pas jusqu'à l'infini, il faut que le Ca2+ soit se débarrasser de la molécule d'axine. Et l'ATP doit rejoindre la tête de la myosine. Pourquoi tout ça? Pour qu'on revenir à l'étape de début qui est à dire la relaxation. Et voilà toutes les étapes qui permettent la contraction musculaire. Donc, nous avons vu que l'ATP est indispensable à la contraction musculaire. Donc, cet ATP, par l'activité quotidienne de l'individu, ce stock, il va diminuer. Donc, ce stock d'ATP devrait être régénéré. Donc, pour régénérer, c'est-à-dire renouveler, il faut cette régénération se fait par des voies qu'on voit maintenant. Donc, qu'on voyait ici, c'est une myofibrie. Voilà myosine, axine. Voilà l'ATP. Voilà le CA2+. Je vous ai dit la présence de CA2+ avec l'ATP forme ce qu'on appelle le complexe actomyosine. Donc, ce complexe actomyosine hydrolyse l'ATP. Voilà, l'ADP plus énergie. L'énergie utilisée pour la contraction de cette myofibrie. Et il nous reste les ADP, c'est-à-dire beaucoup d'ADP à l'intérieur de la myofibrie. Ces ADP vont régénérer l'ATP. Comment? Par deux voies. Voie rapide, voie lente. On va commencer par les voies rapides. Voilà. Voie rapide anaérobie, c'est-à-dire cette voie ne demande pas la présence d'oxygène, se fait sans oxygène. Donc, deux molécules d'ADP vont s'associer entre elles et vont donner ce qu'on appelle adénosine monophosphate et ATP. Donc, adénosine diphosphate ici, une phosphate va s'ajouter à cet ADP et dans l'ATP. Et combien il nous reste de phosphate? Une adénosine monophosphate plus ATP. Voilà la première source d'ATP qui permet la régénération de l'ATP, c'est-à-dire à partir de l'association de deux molécules d'ADP. Voilà une autre réaction, c'est-à-dire toujours dans la voie rapide anaérobie, un élément qu'on appelle phosphocréatine. Vous voyez ici, phosphocréatine. Donc, cet élément-là va donner un phosphate à l'ADP. Et cet ADP va se transformer en ATP. D'après la réaction créatine plus ATP. Et voilà la troisième source, ou bien la deuxième source, pardon, de la régénération d'ATP à partir d'une voie anaérobie rapide.
Cette voie est utilisée dans le cas d'un effort très bref et intense, quelques secondes. Donc, quel est le sport qui demande quelques secondes uniquement? Par exemple, le sprint. Le sprinter, par exemple, un athlète qui court 100 mètres en quelques secondes. Et pour courir 100 mètres, il faut euh, une voie rapide pour régénérer l'ATP immédiate. Voilà, un aérobie aussi, c'est-à-dire il ne demande pas d'oxygène, c'est-à-dire la fermentation lactique. Donc, comme je vous ai dit, la fermentation lactique, se fait uniquement chez les animaux et l'homme aussi. Donc, la fermentation lactique, c'est-à-dire à partir d'une molécule de glucose, on va obtenir deux molécules d'acide lactique, les voilà, et un rondon faible d'ATP, 2 ATP. Cette voie intervient dans le cas d'un effort musculaire dont la durée est comprise entre 1, évidemment, et 5 minutes. Donc, quel est le sport qui ne dépasse pas 5 minutes? Une ronde de boxe, par exemple. Et la dernière voie lente aérobie, respiration cellulaire. Lorsqu'il dit respiration cellulaire, c'est-à-dire il faut la présence d'oxygène. C'est pourquoi on dit aérobie. Lorsqu'il y a oxygène, donc il faut la présence de mitochondries. Donc cette voie se déroule à l'intérieur de la mitochondrie. Où une molécule de glucose donne combien de molécules d'ATP? 38 molécules d'ATP. Donc, dans quelle voie est utilisée? Cette voie intervient dans le cas d'un effort musculaire prolongé qui dépasse une durée de 5 minutes. Donc, quel sport qui dépasse 5 minutes? Par exemple, un match de foot. Le joueur pourrait dépasser ou bien jouer jusqu'à 90 minutes ou 120 minutes s'il y a les prolongations. Donc, voilà ce vidéo-là concernant ce nouveau chapitre, c'est-à-dire la transformation de l'énergie chimique en énergie mécanique au niveau de cellules musculaires. À bientôt pour un nouveau